Le calcul des probabilités se base sur des axiomes des probabilités. Qu'est-ce qu'on entend par axiome? Il s'agit simplement d'une vérité indémontrable qui doit être admise afin de servir de base à une théorie. Oui, avec des mots simples, c'est quelque chose qu'on accepte comme vérité évidente et qu'on n'a pas besoin de démontrer. En fait, ces axiomes en probabilité proviennent principalement du mathématicien russe Andrei Kolmogorov. J'espère que je le prononce correctement. On va voir ces axiomes de base et comme l'objet de ces présentations est de simplifier le maximum cette matière, je vais vous présenter l'ensemble de ces axiomes d'une manière simplifiée. Je prends un exemple. Oh là, réduis l'image. Vous avez ici, en fait, le lancer d'un dé, mais il y en a ici plusieurs, je vais garder qu'un seul. Si je lance ce dé plusieurs fois, dans ce cas, je parle d'une expérience aléatoire. Il y a deux choses qui peuvent identifier une expérience aléatoire. Le résultat ne peut être prévu et qui, renouvelé dans des conditions identiques, ne donne pas forcément le même résultat à chaque renouvellement. Eh bien oui, vous lancez une fois, peut-être que vous aurez 5. Vous lancez une deuxième fois, peut-être que vous allez tomber sur 1, et puis peut-être sur 2, sur 3, sur 4, encore sur 5. Bon, ça c'est clair, et chaque renouvellement de l'expérience est appelé une épreuve. Et l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire constitue ce qu'on appelle l'univers. C'est un terme utilisé en probabilité, ça n'a rien à voir avec l'univers que vous connaissez. Bien, j'ai présenté ces trois termes, expérience aléatoire, une épreuve, l'univers. L'univers en probabilité, on lui donne le signe oméga. On a aussi le terme événement qu'il faut bien retenir. Il s'agit simplement d'un sous-ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Oui, comme exemple simple, vous lancez ce dé et vous intéressez par exemple à obtenir le numéro 5. Donc, obtenir par exemple le numéro 5 est un événement. Ok, je pense que ça c'est clair. Ne vous inquiétez pas si vous retenez pas tout de suite les termes. Avec leur utilisation dans les exercices à venir, ça va rentrer. On peut avoir aussi le terme événement élémentaire. En fait, c'est un sous-ensemble mais constitué d'un seul élément. Comme l'exemple précédent d'obtenir 5. Oui, tout à fait. Je pense maintenant qu'il faut arrêter ces termes et utiliser tout ça dans des exercices. Sinon, il y a une grande probabilité que vous finissez la vidéo jusqu'à la fin tout seul. D'accord, je prends un exercice simple et pratique. Je garde toujours ce dé et le lancer d'un dé, ça constitue notre expérience aléatoire. Et notre univers dans cette expérience aléatoire se compose de tous les résultats possibles, à savoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Eh bien, en mathématiques, on résume ça de cette manière. Je vais identifier quelques événements. L'événement 1, obtenir un nombre pair, c'est-à-dire 2, 4 ou 6. Et mathématiquement, on peut écrire ça de cette manière. Et puis, on a l'événement B, obtenir un multiple de 3. C'est-à-dire avoir comme résultat 3 ou bien 6. Et je vais ajouter un troisième événement. Événement C, obtenir le résultat 1 ou 5. Et on peut écrire les résultats possibles de cette manière. Alors, on peut représenter tout ça dans un schéma magnifique, vous allez voir, et ça va vous simplifier la compréhension des axiomes de base en probabilité. Et ça, on l'appelle diagramme de Venn. Ce n'est pas la peine de vous le présenter, puisque je vais l'utiliser, vous allez comprendre son utilisation en même temps. Ici, on a les trois événements représentés dans ce diagramme. Vous avez l'événement 1 composé de 2, 4 et 6, et vous avez l'événement B composé de 6 et 3. Et dans ce cercle à part, on a le 1 et le 5. Ce n'est pas 15 à l'intérieur, hein, c'est juste... Oui, il s'agit simplement de noter les résultats possibles à l'intérieur de ce cercle. Et ça représente l'événement C. Et tout ce cadre, en fait, représente notre oméga, ou bien l'univers, qu'on peut noter ici. Une première chose à comprendre, vous avez par exemple ce 6 est partagé entre l'événement A et l'événement B. Dans ce cas, on parle de l'intersection entre l'événement A et l'événement B. Et on peut noter ça par le signe U inversé. Vous avez A, intersection B. Et ça signifie les éléments partagés entre les deux événements. Là, clairement, vous voyez que le 6 est partagé entre les deux événements avec cette présentation de cette manière. Alors, il y a un autre signe qu'il ne faut pas confondre avec celui-là, c'est l'union. Et ça s'écrit sous forme de U. Alors, dans ce diagramme, l'union entre A et B, qui peut s'écrire de cette manière, est représentée par tous ces éléments, que ce soit dans B ou bien dans A. On peut écrire A union B sous cette forme-là, mais on va mettre à l'intérieur les différents résultats possibles, 3, 6, l'ordre n'est pas important, 2 et 4. Et on ferme l'ensemble. Et ce A union B, ça forme aussi un autre événement comme le B, comme le A, comme le C,
Et cet événement peut se réaliser quand on obtient le 3, le 6, le 2 ou le 4. Alors maintenant, si je vous pose la question, c'est quoi l'intersection entre A et C? Vous voyez clairement au travers ce diagramme qu'il n'y a pas d'intersection. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun résultat partagé entre A et C. Et dans ce cas, on peut dire que cet événement est constitué d'un ensemble vide, qu'on peut présenter de cette manière, ou bien simplement par un zéro qu'on va barrer. Et cela signifie que l'ensemble est vide. Vous avez aussi une notion très importante, c'est l'événement contraire. Si je prends l'événement A qui est composé de 2, 4 et 6, alors l'événement contraire de A, ça se note A bar. Et ça se compose de tous les autres résultats possibles, à part le 2, le 4 ou le 6. Et ces résultats possibles, c'est 3, le 1 et le 5. Donc on peut noter l'événement A bar comme suite. A bar égale l'ensemble 3, 1 et 5. Ça, c'est l'événement contraire de A. Maintenant, regardez ce qui va se passer si je veux calculer, par exemple, l'événement A union événement A bar. On va trouver quoi? On va trouver en fait tous les résultats de oméga. Et ça, c'est la première propriété à savoir, l'union d'un événement et son contraire toujours égale à oméga. Et ça s'applique à tous les autres événements. Vous avez par exemple C union C bar, ça donne aussi oméga. Je pense qu'il y a trop de texte, je vais sélectionner l'essentiel pour que vous puissiez vous focaliser sur ce qui est important. Alors regardez bien maintenant si je fais l'événement A, intersection l'événement A bar. Alors on va obtenir quoi comme ensemble de résultats? L'événement A, c'est tout ce qui est dans ce cercle, et l'événement A bar, c'est les autres résultats qui restent dans l'oméga. Eh bien, il n'y a pas d'intersection. On va noter donc un ensemble vide. Cet événement-là égale un ensemble vide. Et ça, en fait, ça reste valable pour tous les autres événements possibles. Si vous faites par exemple B intersection B bar, eh bien ça donne un ensemble vide. C intersection C bar, ça donne un ensemble vide. Donc vous avez ces deux propriétés intéressantes. L'union d'un événement et son contraire, ça donne l'univers oméga. Et l'intersection entre un événement et son contraire, ça donne un ensemble vide. Vous avez aussi une notion très intéressante, c'est la notion de cardinal qu'on peut noter de cette manière. Alors, cardinal de A, par exemple, égale simplement le nombre de résultats possibles dans l'événement. 1, 2, 3. Donc, on peut noter cardinal de A égale 3. Cardinal de B, vous avez le résultat 3 et le résultat 6. On peut noter donc cardinal de B égale 2. Et cardinal de C égale 2 également. Si je vous demande par exemple, c'est quoi le cardinal de A union B? Si vous comptez, vous avez un élément 2, 3, 4, égale 4. Et là, il ne faut pas faire l'erreur de faire le cardinal A plus le cardinal B, parce que vous allez avoir 5. Tout simplement parce que le 6 ici est partagé entre l'événement A et l'événement B. Donc, on ne va pas le compter deux fois ici. D'une manière générale, le cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection entre les deux événements. Et ça, c'est une propriété intéressante à retenir également. On réduit l'intersection parce que vous voyez bien que le 6 se partage entre les deux événements et donc pour ne pas le compter deux fois ici, on supprime une intersection entre les deux événements. Si maintenant je veux calculer le cardinal de A union C. Alors on va appliquer simplement la formule, vous avez le cardinal de A plus le cardinal de C, moins le cardinal de l'intersection entre A et C. Mais comme il n'y a pas d'intersection entre les deux événements, c'est-à-dire que l'intersection entre A et C égale un ensemble vide, dans ce cas, on va se limiter à cette formule-là. Dans le cas où l'intersection entre deux événements présente un ensemble vide, alors le cardinal de l'union de ces deux événements est égal à cardinal de A plus cardinal de C. On peut ajouter moins cardinal de A inter C, mais ce cardinal donne un résultat 0. Et cet événement, on l'appelle événement impossible, car ça présente un ensemble vide. On peut dire aussi dans ce cas que l'événement A et l'événement C sont incompatibles, c'est-à-dire simplement qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux événements. Alors maintenant, si je vous demande de calculer la probabilité de
oméga, qu'on peut noter de cette manière. D'abord, qu'est-ce que ça signifie la probabilité d'oméga? En fait, c'est simplement d'obtenir l'un de ces résultats qu'il y a dans oméga. Eh bien, on est sûr de tomber sur l'un ou l'autre résultat dans oméga. Si vous lancez ce dé, vous allez obtenir certainement l'un ou l'autre résultat que vous avez ici. Et donc, cette probabilité égale 1. Et ça aussi, c'est une propriété générale en probabilité. Je vais continuer ces propriétés dans la suite de ces cours.